Bonjour! Bienvenue Salut! au premier épisode de Croissance et compagnie. Yeah! Yes, Je sir. suis super content d'être là. Wow! Ben oui, bienvenue à vous trois. Je suis bien excité. Je suis tellement content de lancer ça finalement. Donc, ben oui, bienvenue. Donc, c'est le podcast des entrepreneurs et des professionnels de l'immobilier qui souhaitent se joindre à la conversation et amener leur carrière et leur vie personnelle probablement à un autre niveau. Extrêmement heureux de pouvoir vous présenter ce premier épisode aux côtés de mes amis et collègues Yann Sévigny et Mélanie Dubois. Alors déjà, peut-être une question, pourquoi croissance? Croissance, on pense que c'est un thème qui nous anime. Moi, ça m'anime énormément, évidemment. La croissance, c'est une quête qui anime tous ceux qui réussissent à un haut niveau, je crois, déjà. Ça s'applique à tous les niveaux de la vie personnelle et professionnelle d'un individu, d'un. Que ce soit le désir d'amener son entreprise vers un objectif quantifiable, croissance en rentabilité, mindset, travailler sur certains aspects de sa personnalité, travailler sur quelque chose qui freine notre développement. Que ce soit le désir d'avoir de meilleures relations interpersonnelles ou la croissance, ça signifie un désir de s'améliorer en général, d'apprendre et de grandir. Pourquoi et compagnie? Parce que malgré le fait qu'on évolue dans le milieu de l'immobilier, nous trois, ce qui anime nous et nos invités ne se limite pas seulement à l'univers du courtage ou de l'investissement immobilier. On est passionné d'entrepreneuriat et nous comprenons que le succès personnel et professionnel passe par une multitude de détails et de skill sets. Que ce soit de la finance, marketing de masse, digital, communication, relations personnelles, professionnelles, la gestion d'entreprise, de personnel, gestion de temps. Le monde évolue rapidement et seuls ceux qui sont en constante évolution auront la chance de continuellement être au top de leur game. Surtout, on aime s'entourer des meilleurs. Les meilleurs coachs ont des coachs. Les individus les plus inspirés ont des mentors. Les gens qui ont constamment du succès s'entourent des personnes qui sont positives et qui les inspirent à se dépasser. C'est pour tout ça que l'on est ici, pour notre croissance et compagnie, et la vôtre, on espère, si vous nous faites l'honneur de vous joindre à nous. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais c'est en discutant ensemble qu'on va avancer dans la bonne direction. Donc, sur ce, j'aimerais bien introduire mon collègue et ami de longue date, Yann Sévigny. Super heureux que tu sois dans l'aventure avec moi, Yann. En fait, je travaille dans le domaine de l'immobilier grâce à toi. Yann, présente-toi à notre audience. Par où commencer? Yann Sévigny, 42 ans, 2 enfants et une charmante conjointe. Yann Sévigny, c'est un entrepreneur, un développeur. J'ai débuté ma première entreprise à 24 ans. J'ai bâti des entreprises dans le domaine du marketing, l'événementiel et dans la restauration. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs franchiseurs pour développer des réseaux de franchises dans la restauration et dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire croître la plus grande agence immobilière au monde et de mettre ma magie en tant que directeur des ventes ou team leader pour KW Urbain. Ma force est de coacher les courtiers à structurer leur business et de devenir plus efficients et efficaces. Dans le fond, c'est work less, work smarter. Alors, c'est moi ça, Yann Sévigny. Pour aujourd'hui, je vous présente maintenant Mélanie Dubois, quelqu'un que ça fait quelques mois maintenant que j'ai rencontré et que j'apprécie beaucoup. Mélanie Dubois est une courtière incroyable et en même temps, elle est OP, c'est-à-dire chef opératrice de 2 agences immobilières de KW. KW Connexion, qui est à Ontic, et aussi KW Urbain, qui est au centre-ville et à Brossard. Bien, Mélanie, ça me fait plaisir de travailler chaque jour avec toi et au plaisir d'avoir encore du plaisir dans ce podcast-là. Merci, Yann. Moi, ça fait 20 ans que je suis en immobilier déjà. Je vais avoir bientôt 46 ans. Le temps passe beaucoup trop vite. Famille, 2 jeunes adolescentes à la maison, donc des belles aventures pendant le COVID. On ne s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout. J'ai eu mon permis en 2002. J'ai parti mon agence immobilière, ma boutique, ma petite boutique immobilière 3 ans plus tard. Et en 2013,
j'ai parti l'aventure d'ailleurs avec Roger pour amener KW au Québec. J'ai fait partie du premier groupe d'actionnaires qui a amené KW au Québec. Et j'ai bâti mon équipe, j'ai triplé mon chiffre d'affaires, j'ai eu plein d'opportunités et il y a 3-4 ans environ, on m'a offert l'opportunité d'ouvrir un bureau à Huntsic. Et maintenant, j'ai les 2 bureaux que je gère avec plaisir, avec JP, avec Yann à tous les jours pour assurer la croissance de nos courtiers, la croissance de l'agence. Donc, aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter quelqu'un que j'ai découvert en arrivant chez KW, moi et Roger étant un des premiers actionnaires, mais quelle belle découverte, quelle belle amitié qu'on a développée ensemble, Roger, dans les dernières années. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je te présente comme notre premier invité pour notre podcast. Roger, honnêtement, je peux te laisser, si tu me permets, j'ai fait quand même des recherches sur Internet. Tu m'impressionnes, il y avait des choses que je connaissais pas, il y a des choses que je connaissais quand même. Donc, je vais devoir le lire parce que c'est quand même tout un CV impressionnant. Combien de pages son CV? Je l'ai quand même mis, je l'ai raccourci, j'ai fait un sommaire, mais bon, Roger, tu as fait ton début dans le domaine banquier commercial, tu as travaillé auprès du ministère au fédéral, tu t'es lancé en immobilier en 2005. Tu es devenu agréé en 2008. Tu es devenu actionnaire chez KW. Tu fais partie du groupe qui a amené KW au Québec en 2013. Tu as ta propre équipe qui s'appelle Votre équipe immobilière, qui est fréquemment dans le top 25 au Canada chez KW. Donc, félicitations. Tu es un investisseur aguerri avec beaucoup d'expérience, puis tu es reconnu pour ton expertise et en optimisation d'immeubles à revenus et semi-commercial. Donc, je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de courtage immobilier résidentiel, à quel point le marché est fou. Donc là, on a très hâte d'entendre ta perspective sur l'immobilier commercial, puis combiné avec ton expérience en tant que prêteur immobilier privé, prêteur privé immobilier, je ne le savais même pas. Donc, tu es devenu comme un one-stop shop pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires d'immeubles qui veulent optimiser le retour sur leur investissement. Donc, merci Roger d'être ici avec nous aujourd'hui. On a bien hâte d'apprendre à te connaître davantage. Merci, Mélanie. I don't think I could have said it better myself. Puis, je voulais dire de ma part, merci Roger, c'est un peu grâce à toi que je suis présentement dans le poste dans l'immobilier. Oui. C'est Roger, il y a 2 ans, j'avais rencontré, mais c'est un vieil ami depuis plus de 20 ans. J'aurais un grand CV aussi à Roger, mais on va l'expliquer plus à micro fermé. C'est drôle, de la médaille. On a quand même une chaîne ici en plus, right? Oui. Vraiment, Roger. C'est ça, donc Roger m'a présenté Yann et Yann m'a présenté à JP. Exactement. Donc, Puis moi qui connais Yann de mes petites années de représentant des ventes pour des marques d'alcool, qui passait dans ses bars et que c'était le fun. Comme tu dis, JP, your network is your net worth. Exact. Ben oui, donc Roger, effectivement, donc pour tout ce qui est le crédit, c'est vrai, c'est une autre facette là, de tes entreprises. Donc c'est bon, on va en toucher, là, justement, on va pouvoir en apprendre davantage au courant de la conversation. Mais j'aimerais qu'on commence par du côté courtage. Tu sais, le thème de cet épisode-ci, c'est l'immobilier en pandémie. Évidemment, bon, tu as déjà diversifié tes activités énormément au cours de ta carrière. Donc, je pense que tu vas avoir une perspective extrêmement intéressante par rapport à tous les aspects que la pandémie, comment la pandémie a pu affecter tes activités, qui, justement, beaucoup de monde là, dans le domaine immobilier qui vont être capables de pouvoir avoir des liens entre leurs expériences en ce moment, en 2020 et 2021, à travers toutes tes activités connexes. Donc, en courtage, déjà, toi, la pandémie, comment ça a affecté le plus ta business, surtout du côté de ton équipe immobilière, tes activités de courtage? Du côté de l'équipe immobilière, c'est très simple. On voit vraiment la différence entre le segment qui est résidentiel et le segment qui est plus investissement.
Du côté de l'équipe, la façon que ça fonctionne au résidentiel actuellement, et je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est vraiment la force du web marketing puis des réseaux sociaux et qui a vraiment pris beaucoup de place. Tout ce qui est virtuel a pris beaucoup de place durant la pandémie. Et les gens sont devenus de plus en plus aguerris et agressifs dans leur tentative d'acquérir des leads à travers de ces moyens-là sur les réseaux sociaux ou le web marketing. Ceci étant dit, du côté investissement, c'est vraiment le contraire qui est arrivé. D'après ce que je vois et ce que je ressens, ce que ça fait, ça tisse un peu plus les liens personnels entre les gens qui sont très aguerris et investisseurs et même notre clientèle qui est investisseur. Ce que ça fait, c'est une retour dans la source. Alors, les conversations, les appels téléphoniques, toute la business qui a rapport avec le contact humain est revenu dans le commercial. C'était un peu un feeling dans le commercial que, au départ, durant la première vague, à cause c'est sûr, entre chaque vague, les choses ont changé, mais durant la première vague, c'est comme we're in this together, comment qu'on va faire en tant qu'entrepreneur pour comme overcome la situation, pour comment on va passer à travers dans une meilleure position. C'est sûr que la première vague, au début, il y avait beaucoup d'inconnus, il y avait beaucoup de choses qui se sont mises en arrêt, mais la façon de travailler a mené en sorte qu'on était beaucoup plus présent comme, en tant qu'humain et tisser des liens interpersonnels qui ont fait en sorte que c'est le contraire de ce qui se passe, je trouve, dans le côté résidentiel. Et ça c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus le old school thinking dans le commercial, la vieille façon de pouvoir toucher les investisseurs. À cause, on le voit avec les web marketing souvent dans les réseaux sociaux, JP, que les courtiers vont recevoir des clics sur leur promotion. Mais le commercial, c'est pas une question de clics nécessairement, c'est une question de contact. Et les contacts sont très importants. C'est drôle, Roger. C'est drôle, Roger, pendant la pandémie, moi, j'ai senti aussi la même chose que toi. Puis c'est drôle, j'ai utilisé les mêmes outils que toi pour le résidentiel. Puis c'est ce qui a fait que j'ai pu passer à travers la pandémie. Puis d'ailleurs, je trouve que je me suis rapprochée davantage de mes clients. Fait que c'est drôle. Tu sais, oui, moi aussi, j'ai vu qu'il y a plein de courtiers qui ont utilisé plus les médias sociaux. Puis on dirait que à travers mon rapprochement avec mes clients, j'ai réussi à faire perdurer ma business parce que comme tu sais, au centre-ville, contrairement à la banlieue, puis aux chalets, puis aux maisons secondaires, puis à la folie de l'immobilier, bien, au centre-ville, on a été affecté dans le sens contraire. Les choses ont ralenti, il n'y a pas eu d'offres multiples, donc c'est complètement différent. Tantôt, tu as parlé. Cette adaptation a permis à faire. Cette adaptation, Mélanie, de vivre ce qu'on a vécu, nous a forcé à refaire un peu notre façon de faire, de revoir comment on travaillait. Et en plus, ça nous a permis de trouver d'autres avenues, d'autres sources de revenus. J'ai bien aimé que tu as utilisé le mot adapter. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps à toi de t'adapter, Roger, avec la situation de la COVID, puis changer ta stratégie? D'un côté humain, Yann, on va en rire, mais ma femme et moi, durant la première semaine de COVID, moi j'ai dit non, moi je resterai pas à rien faire et tu sais comment que je deviens. Mélanie, elle me connaît depuis longtemps. Non, faut que ça bouge, faut que quelque chose se passe. Aussitôt que c'est arrivé, j'ai dit non, là, faut faire un plan. On va faire un plan tout de suite. Fait que j'ai établi les règles et même quand on faisait on travaillait de la maison, le télétravail, j'avais un horaire à la maison. J'avais un horaire de travail et on pouvait pas allumer la télévision jusqu'à une certaine heure. On devait comme respecter quand même un calendrier, même pour l'entraînement et tout. Et ça, je pense que ça vient avec la partie que JP a dit au début, c'était le mindset. C'était un peu de maintenir quand même un niveau de structure dans le chaos. Et la première vague, un peu comme Mélanie a dit, hein, pour le centre-ville, c'était bon. Pour le commercial, c'était pas mieux. J'avais des transactions, beaucoup de transactions qui ont, à cause de due diligence au commercial, c'est pas pareil comme au résidentiel. Les portes de sortie, il y en a 150 000. Alors, on a eu beaucoup de deals qui se sont jamais arrivés. Il y en a d'autres qui ont perduré pendant 1 an avant de closer. Alors, il y a eu cette situation-là à cause que les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Les banques aussi ont changé la façon de faire.
Là, on a vu au résidentiel, les courtiers résidentiels n'ont pas été affectés autant qu'au commercial. Au commercial, le financement commercial était fermé, les banques étaient fermées. On ne pouvait pas envoyer des applications pour des dossiers commerciaux. Il y avait quelques-uns qui roulaient et c'était très tough. C'était très tough. Fait que, spécialement pour moi, Yann, que mon emphase était vraiment sur les investissements. Euh, c'était une expérience qui était quand même monumentale et d'apprentissage et d'adaptation. Et à un moment donné, il faut se prendre en main puis changer des tweaks ici et là de ce qu'on fait, mais pour garder quand même un certain système et un certain horaire de travail qui ressemblait un peu à la normale pour pouvoir sortir de ça. Crois-tu que Roger, parce qu'avec ton équipe, tu as été proactif, tu as eu Oui. une opportunité d'avoir une meilleure croissance avec la situation? Oui, écoute, là, on est dans une situation. J'avais déjà 7 personnes qui travaillaient avec moi dans le passé. On était dans une position où est-ce que on a dû trimer. Et c'est arrivé juste avant le COVID et le COVID est arrivé. Fait qu'une fois qu'on a trimé, le COVID est arrivé, j'ai pas agressivement été chercher nécessairement plus de personnes pour combler le déficit de nombre de personnes. Alors, ça m'a forcé à être plus présent dans ma business. Et là, progressivement, ce qui est arrivé, c'est que même durant le COVID, j'ai engagé une personne, j'ai 2 personnes, 3. Là, je suis rendu à 3 personnes que j'ai engagées depuis le COVID. Alors, les choses changent assez rapidement, on s'adapte. Mais le fait d'avoir fait beaucoup de travail moi-même, être impliqué dans les tâches que je ne faisais pas, m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur ce qu'il me faut. Donc, tu as quand même coupé tes dépenses, Roger, quand tu as fait. Tu as été obligé de le faire. Là. Ça nous a forcé, je sais que nous, de notre côté, ça nous a forcé à réévaluer notre budget, de mettre de l'emphase sur les choses qui étaient importantes, puis de couper un peu les choses farfelues qui n'étaient pas nécessaires à notre business à ce moment-là. Oui, oui. C'était une situation très importante. Il fallait être prêt au cas que c'est sûr que les seuls programmes qui étaient disponibles pour moi et pour ceux qui sont en affaires, c'était vraiment la marge de crédit du gouvernement que on a pris just in case et plein de choses comme ça. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment grand programme pour nous. C'est nous, notre programme. C'est la façon que nous, on va gérer nos business qui va faire en sorte qu'on va pouvoir sortir avec une situation plus profitable à la fin. Et c'est sûr qu'on a, like you said, on a trim the fat. Il fallait qu'on coupe où est-ce qu'on devait couper au niveau. On ne savait pas, il n'y a personne qui savait durant la première vague. C'est sûr que maintenant, on est rendu dans un. On est habitué, ça fait 1 an et quelques qu'on travaille là-dedans, ça fait 3 vagues, je ne sais même plus à combien de vagues on est rendu là. Mais on sait qu'on va pouvoir s'en sortir. Et je pense qu'il y a eu des leçons qu'on a pu sortir de cette expérience-là en tant qu'humain aussi, pas juste en business. Là-dessus, justement, j'aimerais ça faire le segue. J'ai bien aimé là, quand tu as mentionné là, que bon, tout le monde a vraiment embrace, vraiment, embarqué vraiment à 100% sur le côté digital, du marketing, potentiellement lead generation, recherche d'opportunités. Est-ce que tu penses justement que pour plusieurs, ça a peut-être été un moment d'opportunité dans la crise, pour tous ceux qui étaient déjà un peu devant la courbe, parce qu'on peut se le dire, tout ce qui est médias traditionnels était en déclin. Donc, la pandémie a accéléré des trends qui étaient déjà, qui allaient déjà dans une direction claire. Donc, est-ce que ceux qui étaient déjà un peu là, déjà en avance sur leur temps ont réussi peut-être à se mettre un peu devant devant certains qui potentiellement avaient pris un peu de temps avant de s'adapter? Oui, mais écoute, je répondrai à ta question. C'est comme n'importe quoi. Si tu y penses, dans le sens Amazon, par exemple. Ceux qui étaient déjà sur Amazon, qui étaient habitués d'acheter plein d'affaires, plein de trucs en ligne, ben, ils avaient une longueur d'avance sur les autres qui devaient apprendre à le faire. Mais ça s'apprend quand même vite. Et ce qui est intéressant, ce qui a changé, JP, c'est souvent vous êtes vraiment en marketing, les gars. Fait que vous savez que l'audience a grandi énormément du côté web durant la pandémie. Fait que même si on n'avait pas nécessairement une audience, puis on voulait bâtir une audience, c'était l'opportunité de le faire à cause qu'il y avait
plein de gens qui étaient en télétravail, qui étaient à l'écoute. Donc ça apporte un apport que les gens qui voulaient avoir comme un début, qui voulaient faire du catch-up, ben c'était ça le bon apport. Tu peux commencer tout de suite avec une grosse audience. Moi, j'ai commencé mon compte Instagram. Je l'avais jamais populé avant. Je n'avais jamais utilisé avant. Puis moi, l'élément que j'ai commencé à pousser plus, c'est Instagram. Puis c'est drôle, ça fonctionne, ça donne un peu de viande à nos interactions avec nos clients. Mais là, Roger, est-ce que c'est depuis la pandémie que ton brand Legacy Facilitator a débuté ou ça fait, parle-nous un peu de ce brand-là? Parce que des fois, je parle avec Roger Vassallo, il dit, le Legacy Facilitator. Je dis, oui, exactement. Il dit, Roger! Fait que là, il était rendu avec un superstar. Ils en parlent un peu de ça, là. Oui, mais écoute, Legacy Facilitator, ça a commencé à cause je donnais des conseils à quelqu'un, un ami, pour un peu lui donner une avenue de comment investir son argent pour pouvoir maximiser ses profits. Et puis, il dit, you're a real legacy facilitator. Donc, ça a resté. J'ai gardé, j'ai trouvé ça intéressant. Mais oui. Combien de temps que tu utilises ce brand-là? Ça fait des années. Je pense que ça doit faire déjà 5 ans que j'utilise ce nom-là. C'est sûr que j'ai pris l'opportunité durant le COVID pour faire du rebranding sur votre équipe. On a changé un peu les logos, les couleurs, les ci. On a pris une approche un peu plus fraîche. On a pris beaucoup d'opportunités pour pouvoir attirer le monde qui sont assis sur leur sofa à la maison ou qui font du télétravail. Non, mais ça a fonctionné, Roger. Tu sais, moi, c'était très évident que tu étais beaucoup plus présent pendant la pandémie puis que ton approche a fonctionné clairement. Oui, merci. Oui, c'était un peu ça comme approche qu'on voulait prendre. On voulait vraiment double down nos efforts pour être le plus visible possible. On s'est dit que ceux qui vont sortir de cette crise-là le plus en avance des autres, c'est ceux qui vont prendre leur place. Puis de toucher à la clientèle que tu avais déjà. Oui. Donc, tu en as profité pour solidifier tes relations avec tes clients déjà existants, là. Exactement. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a fait la distinction entre les deux divisions, qui est la division résidentielle et la division investissement. Alors, ça, juste en faisant ça, la distinction des deux entités, on a pu pouvoir vraiment focusser les activités de travail de chacun. Et comme tu sais, Mélanie, quand tu as une équipe, c'est très important que chacun occupe son rôle, puis qu'il fasse son rôle et qu'il soit reconnu pour son rôle, que ce soit pas confus. One thing. Oui, you're one thing. On focus sur notre 20%, puis on délègue l'autre 80% pour être plus efficace. Exactement. Et quand chacun est un expert dans sa tâche, ça fait en sorte que la business avance. Si on a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ou qui font trop de choses ou qui portent plusieurs casquettes et qui n'ont pas des rôles spécialisés, ben ça affecte le business. Alors nous, la distinction, c'était pas vraiment juste à l'interne qu'on voulait mettre l'emphase, mais au public, qui sachent à qui ils doivent parler, pourquoi. Et en faisant ces spécialisations-là, on a pu vraiment, ça a poussé notre brand, puis ça a poussé aussi les tâches de chacun. J'aimerais peut-être aller un peu plus dans les détails par rapport, j'ai bien aimé ton commentaire, discipline dans le chaos. Oui. Donc, tu sais, évidemment, notre jour le jour avait été bouleversé, surtout à la première vague. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des mauvaises habitudes, surtout au premier lockdown. Donc, toi, évidemment, c'est important de garder une petite discipline exemplaire, même à la maison. Mais est-ce que tu fais quand même une gestion d'équipe, donc une équipe immobilière, parce que tu collabores avec énormément de personnes. Comment tu as pu potentiellement amener cette discipline-là à tes partenaire? Est-ce que pour ton équipe, ça a été facile de s'adapter comme ça et de garder une structure? Est-ce qu'il a fallu que tu implantes? Est-ce que tu as adapté ton style de leadership, peut-être? Oui, c'est sûr qu'on devient tous des meilleurs leaders dans les moments de crise. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est sûr qu'il y avait des devoirs, il y avait des horaires, puis il y avait une structure de cédule et il y avait des résultats qui étaient attendus même durant le COVID. Et c'est pas à cause du COVID qu'on utilisait
ça comme excuse. D'ailleurs, je te dirais, même s'il y avait beaucoup d'incertitudes durant la première vague, durant la deuxième vague, c'est la période que j'ai appelée le Gold Rush. Le Gold Rush, c'était les investisseurs qui cherchaient des opportunités partout. Alors, ceux qui étaient les plus agressifs du côté investissement, même moi, j'ai fait des acquisitions durant le COVID, immobilières et d'autres. Alors, ceux qui ont été le plus agressifs au début du COVID ont bénéficié énormément à cause, comme qu'on a vu, les immeubles à revenus en particulier durant la dernière année, la croissance de prix est incroyable. Mais c'était une opportunité aussi pour les gens qui cherchaient à optimiser des immeubles. Alors, c'était vraiment un gold rush. Fait quand que nous, on est au courant de ce que notre clientèle est en train de faire, ben, on veut être sûr qu'ils nous voient, qu'ils savent qu'on est là et qu'on fait ce qu'on a à faire. Parce que c'était pas tout le monde qui était là, puis c'était pas tout le monde qui était disponible. Et je comprends des fois, il y a des gens qui ont d'autres situations de vie et je comprends que on doit mettre une certaine priorité par rapport à nos affaires. Nous, on a été chanceux qu'on a pu avoir l'opportunité d'avoir tout le monde qui était on board et qu'il n'y avait pas des problèmes sérieux à la maison, qui pouvaient vraiment se concentrer vraiment sur ce qu'on allait faire pour nos business. Et grâce à ça, je pense qu'on a passé à travers d'une très belle façon. Vous aimez ce que vous écoutez? Si oui, n'hésitez pas à vous joindre à notre page Facebook Croissance et compagnie, ainsi que notre chaîne YouTube du même nom. Nous sommes évidemment disponibles sur Apple Podcasts et Spotify. Aussi, si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, communiquez avec nous via notre page Facebook. On a bien hâte de vous parler. Sur ce, de retour au podcast Croissance et compagnie. Comment t'as fait, Roger, pour garder l'énergie dans ton équipe, de garder les troupes motivées, puis de s'assurer que tout le monde était quand même bien dans une situation qui était quand même difficile, que ce soit la première ou la deuxième vague. Surtout la première, quand on a fermé l'immobilier, quand on n'avait plus le droit de faire de l'immobilier. Comment tu as fait pour garder l'énergie puis s'assurer qu'on pouvait continuer de façon positive? Ben, comme qu'ils disent, the standard is the standard. Alors, si tu gardes un autre standard, c'est pas pandémie, pas de pandémie, il faut que tu gardes un standard. On a quand même des objectifs, on est quand même au service des gens dans le côté courtage, on est au service des gens qui ont des besoins. Et on est là pour aider les gens, pour faciliter des choses pour des gens qui ont des besoins. C'est pas à cause qu'il y a un COVID qui arrive que les gens n'ont pas des besoins. Il y a des gens qui avaient des besoins réels. Et tu sais, Marie, comme moi, il y a plein de gens qui avaient des maisons qui ont vendu, qui ne savaient pas où ils devaient aller. Notre département résidentiel était comme, comment qu'on fait? On peut pas visiter. Il fallait s'adapter à cette réalité-là. Et puis, JP a parlé de ça tantôt, c'est que oui, l'immobilier, j'ai toujours dit, c'est une business parce que c'est un chaos contrôlé. On essaie toujours de contrôler le chaos. Alors, une pandémie, c'est juste, même si c'est une histoire exceptionnelle, une période de l'histoire qui est exceptionnelle, c'est quand même un contrôle chaos plus gros. Alors, c'est un chaos à contrôler qui est plus gros. Alors, il faut gérer de la même chose quand on gère n'importe quelle crise, c'est de retourner à la base. Exact. Le standard is the standard et les objectifs n'ont pas changé. Back to the basics. Exact. On a pris beaucoup de temps avant de réviser nos objectifs durant le COVID. À cause au départ, notre objectif, c'était de garder les mêmes targets. C'est sûr qu'à un moment donné, il fallait qu'on les révise, mais on s'est mis d'accord en équipe que même si on a révisé nos objectifs, 6 mois plus tard, il fallait qu'on les double. Alors, on était vraiment on board et je pense que ça nous a aidés à passer à travers. Génial. En parlant de la pandémie, qu'est-ce que tu vois pour le futur, dans le futur prochain? Parce que tout le monde se pose la question, puis au début de la COVID, on a vu que les experts se sont complètement trompés. C'est quoi la perception de Roger Vassallo présentement avec la situation? Ben écoute, on parle de perception, ça c'est une chose, mais le marché est segmenté. Les gens ne réalisent pas que le marché est segmenté. Dans le sens que la perception, c'est pour lequel de ces segments. Parce qu'il y a beaucoup de segments, spécialement les immobiliers, on n'y pense pas. Les tours à bureaux, c'est une chose. Les maisons unifamiliales dans les banlieues, c'est une autre chose. Quelle banlieue, quel type de maison, haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme, est-ce qu'on parle de condos? Le marché est tellement segmenté dans diverses villes que certains segments ont été touchés d'une façon dans certains marchés et dans d'autres marchés, ces segments-là, ils vont très bien.
Tout- Oui, puis C'est Roger, vrai toi, tu as que su t'adapter à ta niche, à toi. Donc, ce qui fait ton succès, ce qui a assuré une continuité dans ton travail, c'est que tu as su cibler, tu t'es concentré sur une niche, sur une expertise particulière, que ce soit une ferme, que ce soit de travailler uniquement dans des condos. Toi, tu as trouvé ta niche, puis tu as vraiment poussé, puis les gens te reconnaissent maintenant pour ça. Donc, je pense que c'est en grosse partie, une raison pourquoi tu as continué à croître, à faire croître ta business pendant la pandémie. Oui, et les gens, c'est un peu, Yann, l'opportunité actuellement, c'est dans les segments où est-ce que le marché est acheteur. Alors oui, il existe encore des segments qui sont des marchés d'acheteurs. Et ces segments-là, c'est là l'opportunité. Voilà, pendant que tout le monde se garoche sur les investissements dans des offres multiples, l'opportunité est vraiment dans les segments du marché qui sont des marchés d'acheteurs. Alors, l'avenir va être où? Mais nous, on a vu des tendances, on peut aller les voir dans les villes qui sont en avance de nous. Et d'habitude, ce qui passe dans l'Ouest arrive à Montréal. J'ai lu un article en ce moment que à Toronto, les condos, dans le dernier trimestre, il y a eu une triplée des ventes. Alors, Toronto a vécu ce qu'on a vécu au début du COVID, en voulant dire que le centre-ville de Toronto s'est vidé. C'était un marché d'acheteurs pour les condos au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. On pouvait acheter n'importe quel condo à rabais au centre-ville de Toronto. Le centre-ville était mort. Tout le monde s'est garoché vers la banlieue. Mais quelque chose est arrivé. Les gens ont remarqué qu'il y a des opportunités au centre-ville. Ils veulent retourner au travail au bureau. Les modèles hybrides allaient de plus en plus populaires. Ça passe pas pour tout le monde travailler tout le temps de la maison 24 heures sur 24. Les prix des maisons sont devenus trop chers. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont retourné vers les condos et retourné vers le centre-ville. Alors, c'est un peu ça. Alors, on a souvent parlé, Yann, des tours à bureau, que les taux de vacances ont augmenté de X%. C'est vrai que les taux de bureau, les taux de bureau qui sont alentour de moi ici au centre-ville, ils ont augmenté. Il y a des taux de vacances. On est parmi une des villes qui a les plus bas taux de vacances en Amérique du Nord. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Alors même, moi je crois l'avenir, Yann, la réponse à ta question, c'est un avenir hybride. Je ne crois pas que on va complètement oublier les bureaux. Si c'était le cas, ils viennent d'annoncer durant le COVID, durant la deuxième vague, qu'au sud du Labé, ils vont construire une tour à bureau. Pourquoi qu'ils construisent une tour à bureau? À cause que l'opportunité, maintenant, c'est de construire une tour à bureau qui est adaptée à la nouvelle réalité. Mais ça ne veut pas dire de fermer les tours à bureau. Ça veut dire adapter. Alors, toutes les entreprises, les entrepreneurs, dépendamment de chaque segment du marché, dans le multirésidentiel ou dans le développement immobilier, tu sais, Yann, je fais du développement immobilier. Et quand on fait de l'optimisation d'immeubles aussi, on regarde plus de chambres. C'est ça l'adaptation. Moi, je suis convaincue que le centre-ville va reprendre. C'est juste temporaire. Dès que les gens ont le droit de revenir travailler au centre-ville, On le voit il y déjà. en a puis ils disent même que ceux qui ont acheté rapidement en banlieue pour s'éloigner du centre-ville, il y en a beaucoup qui vont changer d'idée puis qui vont revenir. Donc, on va vraiment avoir un beau retour au centre-ville quand on va pouvoir retourner au travail. On le voit déjà, Mélanie, tu le sais comment. Mais la confiance revient. Là. Les vaccins ont commencé. Là, on voit vraiment que les gens ont repris une confiance. Si tu as un conseil à donner présentement à des gens qui veulent investir, ça serait quoi le conseil de Roger? Ben, c'est sûr, c'est de savoir les tendances, dans quelle démographie on se situe et c'est où les opportunités. Est-ce qu'il y a une opportunité dans des marchés qui sont segmentés, favorables aux acheteurs pour faire de la conversion en opportunité où est-ce que tous les acheteurs cherchent? Alors, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'optimisation. De plus, on a vu aussi durant le COVID qu'il y a les segments qui ont été des segments d'acheteurs, non seulement n'ont pas vu assez d'acheteurs pour pouvoir combler que les prix et l'inventaire a augmenté d'une façon drastique. Alors, quelqu'un qui veut se lancer en investissement immobilier, l'opportunité est vraiment où est-ce que personne ne regarde. Et de pouvoir fournir un bien que tout le monde veut. Tout le monde cherche. C'est quoi le bien que tout le monde C'est quoi le secret, Roger? Je vais donner un exemple, par exemple. Il y a des blocs appartements. Moi, je suis en train d'acheter un bloc appartement qui est en face d'un métro. Et c'est très simple. Je vais modifier tous les logements pour des logements qui ont plus de gens.
Et quand je vous dis qu'on va redessiner les appartements, on les redessine d'une façon où est-ce qu'on met moins l'emphase sur des gros salons, des aires ouvertes, plus d'emphase sur des chambres, des pièces, des bureaux, même si la chambre est petite, que ça va offrir une opportunité d'avoir un bureau, des balcons, des 600, adaptés. Et l'avantage pour les locataires, c'est que ça leur donne une option actuellement où est-ce qu'il n'y en a pas. Et l'avantage pour le propriétaire, c'est que ça permet aussi de maximiser la rentabilité d'un immeuble. Alors, c'est win-win. Donc là, tu fais, ça, c'est très bien, que j'aime beaucoup ta réponse. En fait, là, tu as adapté la façon dont tu vas rénover et optimiser ton achat. Vraiment Oui, pour l'espace de vie, tu repenses à l'espace de vie pour que ça convienne plus à ce que les clients, ce que les gens oui. recherchent avec la pandémie. Et genre, JP, je peux aussi rajouter dans le domaine commercial, à cause on fait du semi-commercial. Et il y a beaucoup d'entreprises actuellement oui, qu'ils essaient de se sortir de leur beau exorbitant au centre-ville, à cause qu'ils ont réalisé qu'ils doivent s'adapter à la nouvelle réalité. Ils n'ont pas besoin d'autant d'espace ou ils ont besoin d'espace adapté. Alors, la meilleure façon de faire ça, c'est au lieu de louer un grand espace au centre-ville, c'est peut-être acheter un immeuble. Et même nous, en tant qu'entreprise, on est à la recherche d'un immeuble à acheter pour l'occuper, à cause que on réalise que pour nous, c'est plus intéressant d'avoir notre immeuble, d'acheter cet immeuble et d'avoir un revenu passif si on partage l'espace avec des locataires. Et ça nous coûte beaucoup moins cher que notre loyer au centre-ville. Mais ce que ça a fait en sorte, c'est que les gens ne réalisent pas, à cause on a tellement parlé que le commercial a mangé sa claque et que ça va mal au commercial. Mais actuellement, pour les immeubles d'une certaine taille, que je vous dirais en bas de 2 millions, en bas de 3 millions même, ces petits immeubles-là sont actuellement dans un marché de vendeurs. Les immeubles qui ont des commerces au rez-de-chaussée, oui, ils sont dans un marché de vendeurs. Alors, si tu m'aurais dit qu'un immeuble avec un commerce au rez-de-chaussée, c'est sûr que ça va mal. Mais actuellement, ces petits immeubles-là sont dans un marché de vendeurs à cause de ces entreprises-là. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité d'identifier ces biens-là? Ben, ça, c'est une autre façon de se réinventer ou de revoir sa façon de faire. C'est d'identifier ces tendances-là et de mettre la main sur des biens qui, en temps normal, n'auraient pas été disponibles. Et là, c'est sûr que les propriétaires de ces immeubles-là qui ont des commerces, qui ont perdu leurs locataires commerciaux, ben, ça donne une opportunité pour les entreprises qui cherchent à avoir un local et que cela coûte moins cher que leur bureau au centre-ville. Alors, c'est une opportunité aussi. Alors, il faut reconnaître aussi comment combler le besoin. J'adore la notion aussi, le plus grand apprentissage dans tout ce que tu viens de dire pour moi. J'ai beaucoup aimé l'histoire, tout est dans les nuances. On ne peut pas tout mettre dans le même, dans le même panier. En fait. Donc, tu as vraiment bien défini comment les choses ne sont pas nécessairement noir ou blanc et qu'il y a beaucoup de nuances. Je pense que l'opportunité est vraiment entre les deux, justement. Vraiment, Ouais. puis, donc, comment tu segmentes également le marché, parce que c'est extrêmement important pour que tout ce qui est, même de l'investissement, surtout dans l'investissement, en fait, il faut vraiment savoir que par segment, les tendances diffèrent. Oui, ouais, c'est les segments, les régions, la géographie. Alors, on est tout de même en immobilier, alors il faut la géographie a un impact. Mais les segments de marché aussi, les micro-segments qu'on appelle. C'est identifier ces micro-segments-là, ici où la demande. C'est sûr, l'industriel a vu un très grand boom avant le COVID et durant le COVID, ça a explosé. Il y a tellement de demande pour l'industriel. Au début, je me rappelle, et je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais durant la première vague, quand je commandais sur Amazon, ça n'arrivait plus sur 24-48 heures. Je les recevais comme 1, 2, 3 semaines plus tard. Ça, c'est à cause qu'il y avait des manques de points de service. Il y avait du monde industriel pour pouvoir déposer leurs choses. Alors, le boom industriel, actuellement, c'est ce que tout le monde recherche. Et on a passé je dirais, des vingtaines, des trentaines d'années à dézoner des quartiers industriels pour en faire des maisons, pour en faire des quartiers résidentiels, à cause qu'on trouvait que c'était des emplacements prime. Et là, tout à coup, on sent le besoin qu'il y a un manque d'industriels. Alors, est-ce que ça, c'est une autre opportunité? C'est là, c'est la demande. Exact. Alors, c'est identifier ces segments-là. C'est la réalité.
C'est le secret aussi de la réussite en immobilier, Roger. Je sais que ceux qui ont su se démarquer, c'est ceux qui ont su trouver leur cible, leur ferme, leur niche, donc de pouvoir se démarquer par rapport aux autres. Oui. Ben, évidemment, ça fait longtemps que tu es en business. Tu as vu quand même tu as vu des chiffres entre le marché de vendeurs et acheteurs à plusieurs reprises. Donc, pour toi, en ce moment, puis je pense que tu as vraiment une vision claire, puis on a vraiment, déjà, tu as réussi à te faire vraiment une idée sur la situation, bien l'analyser et adapter ton approche. Selon toi, ce que j'aimerais savoir un peu ici, c'est comment tu projettes donc, la finale, donc la deuxième partie là, de 2021, et comment tu penses, sur quoi on s'enligne pour 2022? Ben, je pense que pour ce qui est du bureau, j'ai assez de matériel qui me laisse à croire qu'on va revoir un retour à la normale plus vers 2023 pour les gens qui vont revenir travailler du bureau à temps plein. Est-ce que il va y avoir des modèles hybrides? C'est sûr que ça va être le modèle, ça va être hybride pour les prochaines années. C'est-à-dire que comme tu télétravailles quelques jours semaine, puis tu travailles du bureau de quelques jours semaine. Mais juste le fait d'avoir ce modèle hybride-là va sûrement forcer quelques individus de retourner au centre-ville. Cette expérience-là aussi va faire en sorte que ça va. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui ont été en arrêt à cause du COVID. Le centre-ville va revenir pour mille et une raisons. Et la première chose, c'est comme en immobilier, souvent, ce qui arrive aujourd'hui a un impact 6 mois à 1 an plus tard. Alors, quand on commence à parler d'augmenter d'inventaire ou de ralentir le marché, quand que les actions sont prises, à ce moment-là, ça va prendre 6 mois à 1 an avant que ça soit sentir par le marché les mesures qu'on prenne. Alors, beaucoup de mesures qu'on prend aujourd'hui qu'on ne va pas nécessairement sentir tout de suite, mais on va les sentir dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, comment va être la nouvelle réalité? C'est sûr qu'il y a certaines choses qui ne vont jamais retourner vers en arrière. Là, on a vu, JP, que le coût du bois est exorbitant. Les coûts de construction ont augmenté de 30 à 40 actuellement. Alors, est-ce qu'on va revenir en arrière? Je me rappelle très bien quand que le prix de l'essence était rendu à 1 $, puis on disait, oh non, non, on a fait des démonstrations dans les rues, ça se peut pas qu'on paye du gaz à 1 $, c'était la fin du monde. Là, c'est rendu à 1,50 et c'est la norme. Est-ce qu'on va revenir en arrière sur certaines choses? J'en doute. Alors, il faut s'habituer que certaines choses vont ne plus jamais être pareilles. Est-ce qu'on va revoir le retour au serrer la main? I don't know. Ça va prendre très longtemps. Hein? C'est des petites affaires culturelles qu'on avait qui vont changer. Mais moi, je projette que d'ici la fin de 2022, on va voir vraiment l'engouement pour le retour du centre-ville. C'est sûr que la course aux élections de la Ville de Montréal, ça se passe au mois de novembre. Et l'enjeu, c'est le centre-ville. L'enjeu, c'est Montréal. Quoi faire avec l'île de Montréal? Comment redonner la vie à beaucoup d'entreprises? Alors, comme je vous dis, si on commence à faire ça maintenant, après l'élection, ben, c'est ça qui va être la tendance, c'est de trouver des façons de comment populer notre centre-ville. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester, mais il y a beaucoup de choses qui vont retourner à la normale aussi. Roger, on a parlé beaucoup d'investissement, on a parlé beaucoup de business, mais dans notre podcast, on veut parler aussi du personnel parce que c'est important. Roger, tu es une personne qui a réussi, tu es une personne incroyable. C'est important que les gens de voir c'est quoi ton passé, comment tu as fait pour te rendre jusqu'à où présentement. C'est quoi les conseils que tu peux donner à des courtiers qui veulent suivre ta trace, puis faire la même chose, puis se distinguer. Fait que pour moi, parle-moi un peu de Roger, comment tu étais capable de grandir, de faire croître ta business, puis t'être rendu où tu es présentement? Ben, Yann, c'est une très bonne question. Écoute, pour moi, le finish line est toujours flottant, fait que je ne me vois pas encore comme une personne réussie. Je suis toujours en arrière, puis j'essaie de me rattraper. J'ai cette mentalité-là, mais honnêtement, la façon que je le vois, c'est que je n'ai pas écouté les conseils de personnes qui ne me semblaient pas réussies. Et je n'ai pas assez écouté les conseils des personnes réussies. Alors, et c'est pour ça que je suis où est-ce que je suis.
Et si j'avais à refaire des choses, c'est que j'écouterais plus le monde qui réussit, qui m'ont donné les conseils, et encore moins les gens qui n'ont pas réussi dans ce que je voulais faire avec leurs conseils. Alors, je dis ça, tout le monde réussit dans une chose, mais quand on a un objectif, souvent l'objectif, c'est pour une chose en particulier. Alors, si on veut atteindre un objectif pour une chose en particulier, on ne devrait pas prendre des conseils des gens qui n'ont pas connaissance de cette chose. Alors, quand j'ai rentré en immobilier au départ, on dit, Roger, qu'est-ce que tu fais aller en immobilier? T'es un gars, t'es un universitaire, t'es un gars qui a réussi. Pourquoi tu rentres dans ce domaine-là? Il y a 50 000 courtiers. Ça, c'était en 2005. Imagine aujourd'hui combien qu'on en a. Comment tu vas faire pour réussir là-dedans? C'est quoi ton plan de match? Non, tu devrais pas faire ça. Va te trouver un job, une bonne job professionnelle. J'ai pas écouté ces personnes-là à cause que ces personnes-là n'ont pas fait ce que cette job-là. Ils n'ont jamais fait ce travail-là. Ils n'ont jamais fait ce que moi je voulais faire. Contrairement aux gens qui sont experts, que je considère experts dans ce que je veux faire, ça, c'est les personnes que je vais écouter. C'est sûr qu'on dit souvent success leaves clues. Mm-hmm. Si c'est t'entourer des bonnes personnes aussi. Corriger comme moi, quand je suis arrivée quand on s'est rencontrés et qu'on est devenus partenaires d'affaires ensemble, c'est la première fois que je m'entourais de d'autres personnes qui étaient meilleures que moi, puis ça m'a permis d'être meilleure. Mais quand j'étais toute seule dans mon agence, ben j'avais personne qui m'entourait, qui me poussait, qui me motivait à pousser ma business au prochain niveau. Puis ben t'es une des personnes qui m'a permis de passer au prochain niveau dans ma business parce que je me suis entourée des bonnes personnes. Donc, tu sais, c'est tellement important dans n'importe quelle entreprise. Oui, vraiment, Mélanie, j'ai appris beaucoup de toi et c'est sûr que tu es vraiment forte en structure. Fait que j'ai eu beaucoup de leçons en structure. C'est son C, ça, hein, dans son test 10. Mon ici est incroyable. Fait qu'elle pense à tout. Il n'y a aucun trou avec Mélanie. Moi j'étais vraiment fonceur. À la fin de la journée, je suis une personne qui est fonceuse. Les jeunes aujourd'hui, c'est que je sais que quand ils vont des personnes qui sont en affaires ou qui sont entrepreneurs, les vrais entrepreneurs ne crient pas par les fenêtres qu'ils sont entrepreneurs. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et that's it. Et l'important, c'est si tu veux vraiment avoir le meilleur de toi-même, passe du temps avec les gens qui sont où est-ce que tu veux être, qui sont rendus au point que tu veux être. Pose des questions, cherche du mentorship, cherche du coaching. JP, on en a parlé tantôt. Tu sais, on a tous des coachs, nos coachs ont des coachs. Alors, regarde une équipe d'hockey professionnelle, combien de coachs qu'ils ont? Ils ont le coach de conditionnement physique, coach de défenseur, coach des gardiens, coach associé, coach, je ne sais même plus combien de coachs qu'ils ont. Ils ont beaucoup de coachs. Alors, c'est la même chose. C'est le développement de soi-même. Ça, c'est très important. Et d'être une personne qui est balancée dans le sens qu'on apprend non seulement dans notre business, mais on apprend quand même à être heureux en soi et développer le côté de soi-même. Pour être une personne balancée, mieux balancée. C'est un peu ça le secret de la réussite, je crois. Est-ce que, puis ça, je crois que ça prend quand même une certaine humilité. Je pense que dans un parcours d'entrepreneur, effectivement, tu l'as dit, tu es fonceur. Je pense qu'il faut quand même une personnalité un peu alpha pour se lancer en affaires. Et je pense que c'est justement avec une personnalité alpha, souvent, justement, aller chercher de l'aide ou aller poser des questions, c'est un peu difficile. Donc, tu sais, toi, de ton côté, est-ce que ça a pris quand même un peu de temps avant que tu sors de ça, que tu prennes l'initiative d'aller chercher des mentors ou des apprentissages d'autres personnes et faire du leverage des gens autour de toi? Oui, mais c'est sûr que moi, je l'ai fait d'une façon inorthodoxe aussi. Mon mentor, depuis que je suis jeune, c'est mon cousin David qui habite aux États-Unis, qui est très beau CFO, une compagnie qu'il a fondée lui-même il y a plusieurs années. Il a publié un livre avec Forbes qui s'appelle Successonomics. Fait que, mon cousin était un mentor de loin, mais ici, dans ce que moi je faisais, pour être plus aguerri côté investissement, l'affaire que j'ai appris le plus, les affaires que j'ai appris le plus, c'est par mes clients. Mes clients qui m'ont appris. Alors, les clients que j'avais, qui étaient des investisseurs extrêmement aguerris, qui étaient des investisseurs professionnels, qui étaient des investisseurs de longue date,
tout en transigeant avec eux, j'apprenais toujours quelque chose. Et je posais des questions et des pourquoi qu'on fait ça de cette façon. Parce qu'on représente des gens qui ont des grands portefeuilles ou des gens qui sont d'une certaine prestance, ils ont une façon de faire. Et souvent, on ne pose pas la question, ben, pourquoi qu'on le fait de cette façon-là? D'habitude, les gens le font d'une autre façon. Et juste en posant ces questions et de transiger avec ces gens-là souvent, j'ai pu apprendre. Alors ça, c'est peut-être pas une façon orthodoxe, mais j'ai toujours dit que mes plus grands mentors étaient mes clients. Alors même si moi, je suis reconnu comme étant un expert de telle chose, j'ai des clients qui ont investi dans beaucoup plus d'immeubles que moi, qui viennent me demander des conseils et qui savent même pas que moi, j'ai appris très grandement d'eux au départ. Euh, et c'est un peu grâce à eux que j'ai appris des trucs. Et ça me rend chaud au cœur des fois quand que je me fais poser des questions de qu'est-ce que moi je ferais pour des gens que ça fait 30 à 40 ans qu'ils investissent en immobilier et qui veulent voir ma perception des choses. Wow. Grâce à, c'est à eux, c'est grâce à eux. Ah ouais. C'est pour ça Ah, que tu es une, ça, c'est t'es beau une ça. personne unique, Roger. Tu sais. Puis, mais qu'est-ce que je retiens beaucoup de notre discussion, le mot qui a été le clé du succès, je pense, aujourd'hui qu'on a parlé, c'est savoir s'adapter rapidement et profiter de l'opportunité. C'est vraiment le mot que je retiens vraiment avec notre discussion aujourd'hui ensemble. Oui, ouais, il faut être flexible, faut s'adapter et il faut identifier les besoins. Ça, c'est une autre affaire. Alors, en résidentiel, le courtage résidentiel, Mélanie le sait, c'est la première chose, c'est ça, identifier la motivation des clients. Alors, en résidentiel, il n'y a aucune personne dans les 20 ans de carrière de Mélanie qui l'a engagé pour vendre une maison. Ils l'ont engagé à cause que la maison qu'ils avaient était trop petite. Ils ont un troisième enfant qui s'en vient, puis ils ont besoin d'une cour. C'est de comprendre la chaîne. Exemple. Puis de comprendre la chaîne qui va venir après ça dans 3 à 5 à 7 ans, puis de pouvoir maintenir cette relation-là. Donc, c'est ça qui fait le succès à long terme, c'est de bâtir des relations à long terme. Exactement. Et les gens nous engagent les courtiers immobiliers dans le résidentiel pour des besoins personnels, pour avoir c'est à cause qu'ils ont un problème de vie qu'ils doivent régler. Et le problème de vie, souvent, c'est je dois me rapprocher de l'école de ma fille à cause que je passe 1 heure et demie par jour en route pour l'amener à l'école. C'est des problèmes de vie qu'il faut résoudre. Et dans le commercial, c'est un peu la même situation. C'est de voir où vont les tendances et comment arriver pour combler cette tendance-là. Comment qu'on fait pour aboutir à quelque chose qui est win-win pour combler cette demande-là puis pour combler nos besoins en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est vraiment les tendances, savoir comment s'adapter et savoir identifier la motivation et le raisonnement à cause que si on met l'emphase uniquement sur si Mélanie faisait toutes ses pubs en disant je vends des maisons, ben, vendre des maisons, c'est pas le end goal des clients. Le end goal, c'est ils ont une vraie motivation. Et quand on identifie la motivation, c'est beaucoup de business, beaucoup plus de business que pour Mélanie que de vendre une maison. Non, mais je vais être leur courtier pour la vie. Exact. Et c'est de là, probablement, que ça prend tellement son sens, le Legacy Facilitator. Donc, toi, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui facilite justement le bâtissage de patrimoine et le bâtissage d'héritage pour tes clients? Ça, c'est ma fierté. Ma fierté, c'est vraiment de bâtir le patrimoine et de comprendre que c'est quoi un patrimoine. À cause pour moi, le mot legacy en anglais, c'est what do you leave behind. Et quand on laisse quelque chose en arrière, quand que nous, on n'est plus là sur cette terre et on a laissé quelque chose, est-ce que ça pourrait être de l'immobilier? Oui. Est-ce que ça pourrait être de l'argent? Est-ce que ça pourrait être de l'investissement? Ça pourrait être aussi notre nom. Ça peut être aussi notre influence. Et ça pourrait aussi être ce qu'on a fait pour contribuer à notre communauté, qu'est-ce qu'on a fait pour changer une façon de faire qui va perdurer pour toujours. Tout ça, ça fait partie de notre héritage. Alors, c'est de changer un peu et de laisser notre marque sur la prochaine génération. Ça, c'est une emphase que j'ai eue. J'ai perdu mon père depuis 2009 et j'ai toujours dit qu'il n'avait jamais vu le meilleur de moi, mais ça fait partie de mon héritage aussi d'avoir appris des leçons de mon père. Mais c'est la même chose, c'est de pouvoir le partager
Moi, je veux laisser ma marque aussi. Je veux laisser ma marque d'une certaine façon. Et c'est pas nécessairement juste de l'argent, si ça, c'est pour ça qu'on parle d'identifier les besoins, les tendances, de changer la game, d'aboutir, d'arriver à une solution à des problèmes de société. Quand on arrive à ça, c'est un win-win en tant qu'entrepreneur, mais c'est un win pour la société et notre héritage en bénéficie. Et l'héritage de la planète aussi. Toi, c'est comme ça que tu réussis à avoir la drive qui te nourrit et la passion pour ce que tu fais et qui justement te permet de garder la discipline dans le chaos, de voir clair dans des situations où plusieurs voient embrouillés et mélangent les détails et manquent les nuances et toutes les opportunités qui peuvent possiblement s'offrir à eux. Ouais. C'est sûr. C'est inspirant, Roger. Merci. Ben oui, merci. C'était vraiment beau, Roger. Ouais, justement. Merci beaucoup, Roger. Tu es très généreux. Merci. C'était super intéressant comme conversation. Donc, je te remercie surtout d'avoir justement le baptême de feu dans notre premier épisode. Donc, c'était génial de t'avoir. Merci à tout le monde qui se sont joints à nous. Et souvenez-vous, ensemble, la croissance, c'est la seule destination. À bientôt.